Bonsoir à tous, bienvenue sur School TV, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau grand JT de l'éducation avec à la une de cette émission. Elle a été la chef d'établissement du lycée Joliot-Curie de Nanterre pendant 3 ans. Barbara Martin est l'invitée du grand JT. Elle publie La méthode Barbara, livre dans lequel elle raconte comment elle a su imposer son style et ses méthodes dans un lycée de banlieue parisienne, lycée qui avait pour réputation d'essorer ses proviseurs. En deuxième partie d'émission, Ahmed Tabi sera avec nous, conseiller délégué à la jeunesse et à la vie étudiante de Rueil-Malmaison. Il nous en dira plus sur la politique éducative de sa ville. Enfin, comme chaque vendredi, les enfants seront à l'honneur dans Regard d'enfants. Cette semaine, nous les avons interrogés sur les questions environnementales. Mais d'abord, c'est l'heure de l'actu en bref avec Quentin Gridel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Mickaël. 5e et dernière partie de l'interview de Pap Ndiaye dans le Nouvel Obs. Cette fois, le ministre de l'Éducation a notamment évoqué la revalorisation du lycée professionnel. Oui, et Pap Ndiaye a été clair. Il faut revoir la formation professionnelle pour que le lycée général ne soit plus perçu comme la voie royale. Cela passe par une restructuration des filières pro. Il faut créer des formations qui correspondent aux besoins de l'économie française, comme la transition énergétique par exemple. Une manière aussi de légitimer la réforme des lycées professionnels souhaitée par le gouvernement. Pap Ndiaye a d'ailleurs répété sa volonté d'augmenter les périodes de stage pour les élèves de ces établissements et il a assuré cela se fera sans perte d'enseignement théorique pour les lycéens. Dans le journal Le Monde, des enseignants contractuels reviennent sur leur rentrée. Le moins qu'on puisse dire, Quentin, c'est que ça a été plutôt compliqué. Effectivement, la panique, une claque, un choc de réalité. Ce sont les mots de beaucoup de ces contractuels en école primaire pour qui ces premières semaines, il faut le dire, ont été éreintantes. La faute à une organisation bien souvent à la dernière minute. Certains profs n'ont su que quelques heures avant leur début dans quelle classe ils seraient affectés. Ils sont d'ailleurs nombreux en établissement d'éducation prioritaire où les écarts de niveau entre élèves sont assez grands, ce qui n'aide pas. Certains ont donc décidé tout simplement d'arrêter, mais aucun chiffre n'a été publié pour le moment. Une chose est sûre, les vacances de la Toussaint sont arrivées à point nommé. Ces témoignages alors que tous les enseignants contractuels n'ont pas encore reçu leur salaire. Point commun entre ces enseignants, ils ont tous changé d'académie et sont arrivés dans un nouvel établissement à la rentrée. Ils sont plusieurs dizaines à ne pas avoir encore perçu leur premier salaire, celui du mois de septembre. Ils se retrouvent donc dans une situation financière compliquée, forcément. Selon le rectorat, ces cas sont isolés. Cela s'expliquerait par le délai de 6 semaines entre la signature des contrats et l'arrivée du premier salaire. En cas de besoin, les contractuels peuvent demander une aide d'urgence. Enfin, une tribune publiée dans le Figaro dénonce la McDonaldisation de l'éducation nationale. L'auteur de la tribune, Eugénie Bastier, une journaliste, s'appuie sur le livre Urgence pour l'école républicaine de Camille Desjardins, professeure et docteur en sciences politiques. Les deux femmes expliquent que, selon elles, le slogan de la chaîne de restauration rapide McDonald's « Venez comme vous êtes » s'applique désormais à l'école. Elles dénoncent en fait une baisse de niveau général, pire encore que ce que l'on pense, je cite. Selon elle, les notes sont même truquées. Injonction à la bienveillance des professeurs, notation par gommette. Tout est fait pour que les élèves réussissent en quelque sorte. Selon Camille Desjardins, des études montrent d'ailleurs que nous aurions perdu en 25 ans environ 1 an de niveau. En clair, un élève de CM2 aujourd'hui a le niveau d'un CM1 en 1997. Elle propose donc d'avancer tous les apprentissages d'1 an et de débuter la lecture dès la maternelle. Merci Quentin, à tout à l'heure. Et tout de suite, c'est l'heure de notre question du jour. Et je suis ravi d'accueillir Barbara Martin, chef d'établissement du lycée français de Toronto et ancienne proviseure du lycée Joliot-Curie de Nanterre. Bonsoir. Bonsoir. Ravi d'être avec vous, ravi de vous accueillir. Vous publiez aux éditions Fayard La méthode Barbara, qui revient sur vos années Joliot-Curie. Le hasard a voulu que votre livre sorte au début des affrontements qui ont éclaté dans ce lycée et qui, depuis plus d'une quinzaine de jours, font malheureusement la une de l'actualité. Avant de commencer, je voudrais que vous regardiez ces images et on commence notre discussion juste après. Voilà,
Voilà, ces images, elles ont été prises il y a 10 jours depuis une salle de classe du lycée Joliot-Curie. Ça ressemble à une scène de guerre. On a du mal à imaginer que ça puisse se passer dans notre pays. J'imagine que le paysage, vous le connaissez. C'est la cour du lycée Joliot-Curie qu'on voit sur ces images, c'est ça? C'est le devant. C'est le devant, c'est devant le parvis du lycée. Le parvis, exactement. Que se passe-t-il exactement dans ce lycée, Barbara Martin? Les élèves ont voulu... les élèves sont des interlocuteurs valables. Je ne cesse de dire ce mot, il peut paraître pompeux, mais je pense qu'il y a tout à l'intérieur. C'est de dire qu'ils ont une voix légitime et qu'il faut les écouter. Et que c'est ainsi qu'on crée un lien. Et ils avaient des choses à dire. Ils en avaient plusieurs. Ils voulaient retrouver l'aide aux devoirs. Ils voulaient dire qu'ils avaient une forme d'attachement pour leur professeur qui avait été muté. Et puis avoir une légitimité d'exister et d'exister comme ils ont envie d'exister. Et je pense qu'il y a une forme de défiance et une rupture de dialogue qui a été faite. Et donc, la rupture de dialogue a été une étincelle. Et cette étincelle donne ce que vous voyez. Il n'y a pas que les élèves de Joliot-Curie quand on voit ces images-là. Du coup, le fait d'avoir mis un focus sur ce qui était en train de se passer dans les réseaux, ça a donné aussi l'intention d'autres jeunes de venir en découdre sur ce parvis. Et c'est historique. Parfois, on a pu voir et j'ai pu connaître ça. Et donc, du coup, il faut, je pense, aujourd'hui se poser la question de pourquoi. Pourquoi des jeunes viennent et donnent cette image de violence. Je pense que tout est dans la compréhension. Alors sur ce parvis et sur d'autres parvis aussi, puisqu'on a vu depuis une dizaine de jours d'autres établissements, il y a notamment eu ces grosses journées de grève avec plusieurs blocages dans des établissements scolaires un petit peu partout dans le pays. Vous dites que les élèves, que les jeunes sont des interlocuteurs qu'il faut écouter, c'est ce que vous avez dit au début de cette interview. Et à côté de ça, lors de ces manifestations, quand on interroge les jeunes, on a souvent énormément de mal à comprendre leurs revendications. Quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils sont là, ils ont énormément de mal à répondre. Oui, ça ne m'étonne pas. Parce qu'ils sont encore des jeunes et que quand ils sont interrogés sur des moments qui sont des moments difficiles. Et justement, ils voudraient garder une parole légitime, mais ils sont au milieu des feux ou des blocus où la forme de la violence est reconduite devant les établissements scolaires. Et donc, ils ont peur de perdre la légitimité de leur parole. Donc, du coup, tout devient confus. D'où l'intérêt de travailler avec eux sur l'esprit critique, sur la façon dont à la fois on s'informe et on dialogue et on donne des informations. Et je pense qu'en perdant cette confiance de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire, en n'ayant pas le sentiment qu'ils vont être écoutés, du coup, ça part dans tous les sens parce qu'ils ne savent plus quoi dire. Alors, ce n'est pas la première fois que Joliot-Curie fait parler de lui. Est-ce que c'était plus calme lorsque vous étiez chef d'établissement là-bas ? Alors, la première année, pas du tout. On a connu même des départs de feu à l'intérieur même du lycée. Et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que j'ai voulu justement lutter contre la violence. Des départs de feu volontaires ? Oui. D'élèves ? Et il y a eu des départs de feu volontaires d'élèves et des blocus de l'établissement. Il y a eu plusieurs choses, mais surtout la réforme du baccalauréat et du lycée arrivait. Et c'était compliqué pour eux de savoir si... Oui, mais la réforme du baccalauréat, elle concernait tout le pays. Il n'y a pas eu des départs de feu dans tous les lycées de France. Alors, il y a eu d'autres établissements qui ont connu des moments comme ceux-là. Joliot-Curie, c'est un établissement qui a peur de... pourquoi pas légitimement, j'allais dire, qui a peur de se sentir dans une forme d'inégalité de traitement. On a pu le connaître aussi avec la mise en place de Parcoursup. Ils se disent qu'en étant un lycée de banlieue, en étant un lycée avec 40% de boursiers, vous n'en avez pas beaucoup des lycées avec 40% de boursiers, ils sont déjà à un endroit qui est difficile. Ça veut dire qu'il faut avoir une attention particulière et ça veut dire qu'il faut rendre ce monde équitable et non égalitaire. Et donc, quand une réforme arrive, ils ont peur que l'attention soit pas portée ou moins portée ou même qu'on leur retire des choses. Ils savent à quel point, eux, ont particulièrement besoin de l'école pour s'en sortir. Et donc, par cette forme de non-dialogue, et c'est ça que j'ai réinstauré à l'intérieur du lycée, c'est encore une fois une étincelle que l'on met et donc un feu qu'on allume. Et donc, ils pensent qu'ils n'ont plus que ça.
parce que de toute manière, la société n'a pas confiance en eux, l'école ne fait rien pour eux, c'est ce qu'ils disent, ce sont leurs mots. Et en fait, il faut leur montrer que c'est l'inverse, que c'est l'école qui va faire qu'ils vont s'en sortir. Et les familles en sont persuadées et nous demandent ça, que la société va leur faire confiance, qu'ils peuvent devenir qui ils sont, qu'ils peuvent choisir leur métier et que par contre, ils ont une vraie responsabilité dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais la confiance, ça se gagne aussi. La confiance, ça se gagne. Et on ne pourra donner de responsabilité à l'élève qu'à partir du moment où on aura cette confiance. Je vous ai entendu dire dans une interview que le problème de ce lycée, c'était qu'on le mettait en lumière systématiquement pour parler de choses négatives. Le problème, ça veut dire que lorsqu'il y a des affrontements entre policiers et élèves, par exemple, les médias ne devraient pas en parler, c'est ça ce que vous essayez de dire ? C'est complexe. Je pense que c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à un journaliste quand je suis rentrée dans ce lycée. Il était venu justement faire un papier sur les départs de feu et j'avais rencontré ce journaliste en disant « Ok, moi je comprends, on a besoin d'informer ce qui se passe dans la société. Par contre, la seule chose que je vous demande, c'est est-ce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, il est aussi possible que vous le mettiez dans vos journaux pour qu'on voit aussi et qu'on voit en fait l'équilibre qu'il y a entre tout ce qui se passe de bien. Et oui, quand il se passe quelque chose de pas bien, vous avez le droit d'informer. Mais je voudrais juste montrer que l'image... Mais après on a envie de se dire que c'est normal qu'il se passe plus de choses bien que de choses pas bien. Et heureusement. Mais en fait, on ne les voit pas dans les journaux. Et c'est pour ça que j'avais d'ailleurs commencé par une vidéo de 9 minutes qui s'appelait « Comment vous montrer que ce lycée est fabuleux ». Et donc, du coup, je voulais juste qu'on n'oublie pas qu'il y a aussi plein de choses qui se passent. Changer cette image... changer l'image et pas qu'il y ait une image uniquement de défiance, de feu, de blocus, mais qu'il y ait une autre image. Et par là, j'ai envie de dire, ça aussi change l'image qu'ont aujourd'hui les communautés scolaires dans la société, qui peuvent être des images justement aussi de défiance, le prof bashing sur les réseaux. Je pense que c'est vraiment important qu'on redonne une vraie reconnaissance aux communautés scolaires, parce que du coup, il y a un vrai cercle vicieux qui s'installe, et c'est au détriment de tout le monde, et en premier lieu, au détriment des enfants, et des élèves qui ont besoin qu'on retrouve cette vraie confiance dans le système de l'école, dans les professeurs, pour qu'on recrée un cercle vertueux et non vicieux. Alors en bref, c'est quoi la méthode Barbara ? Sans nous dévoiler le livre, évidemment. D'abord, c'est la révolution relationnelle. Je pense que le premier lieu, c'est ça. La méthode Barbara, c'est ma méthode. Elle ne se veut pas du tout être donneuse de leçons. C'est pas la méthode des proviseurs, c'est pas la méthode de Madame Martin. Si c'est Barbara, c'est aussi justement pour montrer cette révolution relationnelle. Elle est horizontale, cette relation, parce qu'il faut un profond respect entre les gens. Et par cette volonté d'être respectueux les uns envers les autres, on a un socle. Et ce socle-là va permettre derrière à la fois de travailler avec les équipes dans une intelligence collective, mais aussi de responsabiliser les élèves pour qu'ils puissent, eux, réellement devenir acteurs de leur apprentissage. Vous avez, par exemple, tenté l'arrêt des notes, j'ai vu ça ? Oui. Dans un collège, je ne l'ai pas tenté, on l'a mis en place dans un collège, je l'ai tenté dans le lycée, le Covid est venu se mettre Vous y êtes revenu finalement. Voilà. Mais sur le collège, on a complètement retiré les notes. Voilà, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt pour moi. Et on les remplace par quoi alors ? On évalue les compétences des élèves, on n'additionne pas des connaissances et des compétences. On les décline. Et on peut faire ça ? C'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale vous laisse faire ça ? Oui, bien sûr. En fait, ce qui est obligatoire, c'est d'évaluer, pas de noter. Donc à partir du moment où on a évalué, on place aussi la question du fil d'apprentissage. C'est-à-dire que en fait, c'est pas une fin en soi, cette note, c'est une question à un moment donné de savoir ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. Et puis ensuite, tu continues dans ton fil d'apprentissage. Alors, il vous est arrivé aussi d'aller régulièrement en frontal avec votre hiérarchie. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Dans quel cas ? Je mettrai un parallèle par rapport à la notion d'autonomie. Il faut, c'est pas mettre en pratique par exemple, prenons un exemple, la réforme du baccalauréat. C'est pas la mettre en pratique, c'est la mettre en œuvre. Et à un moment donné, il faut quand même qu'on entende que nous sommes sur le terrain et que j'ai respecté la loi, j'ai respecté le décret qui doit mettre en œuvre ce baccalauréat, mais à un moment donné, quand je vois face à moi un blocus d'élèves et que je leur pose la question de pourquoi est-ce que vous bloquez l'entrée et qu'ils me répondent parce qu'on n'est pas prêt, moi j'ai bien envie d'entendre qu'ils ne sont pas prêts, j'ai pas envie de faire du coûte que coûte, j'ai pas envie de le faire au détriment d'élèves qui du coup vont avoir des zéros parce qu'ils vont pas venir le passer le baccalauréat, et donc du coup je dis à ce moment-là, ok, on va pas passer cette semaine les épreuves communes du baccalauréat,
on va se poser autour d'une table, on va réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut faire pour passer le baccalauréat, mais on ne fera pas du coûte que coûte. Alors des fois, la loi, justement, vous jouez avec. Il y a notamment cette histoire dont on a beaucoup parlé, cette histoire de miroir. Certains disent que vous avez enfreint la loi de 2004 sur les signes religieux dans l'école publique en installant un miroir à l'entrée de l'école pour permettre aux jeunes filles de remettre leur voile correctement avant de sortir. Vous dites que non. Alors, je ne joue pas avec la loi. En fait, on joue sur les mots. Et les mots sur lesquels on joue, c'est l'endroit où il est ce miroir. Il est au sein de l'établissement, au sein de l'école. Il est à l'extérieur et c'est ça toute la différence. Donc là, pour toute la petite histoire, très rapidement... Il est totalement à l'extérieur de l'établissement, derrière la grille ? Derrière la grille. Il est vraiment dans l'espace public où on a le droit de porter son voile. L'idée, c'est que les élèves, elles mettaient leur voile juste avant de sortir. Je reçois ces élèves parce que j'apprends ça. Et la première question qui me vient, c'est pas juste de dire « il est interdit », parce qu'en fait, elles le savent. C'est d'abord de leur dire pourquoi vous faites ça. On communique ensemble, on est dans le dialogue. Pourquoi vous le faites au détriment du coup de l'établissement? La réponse c'est parce que c'est compliqué de remettre son voile, parce qu'il y a plusieurs barrettes à mettre, parce que j'en ai même avalé une et donc du coup c'est compliqué. Alors, si c'est que ça votre problème, le miroir que vous utilisez dans les toilettes avant de sortir, je vais l'installer à l'extérieur de l'établissement. Comme ça, vous aurez dans l'espace public un endroit pour remettre votre voile. Mais est-ce que c'est le rôle finalement d'un chef d'établissement? Est-ce que c'est le rôle de l'école de gérer ce type de problèmes-là, qui sont des problèmes liés à l'identité religieuse? Alors, c'est une vraie bonne question parce que le rôle du chef d'établissement, c'est d'accompagner les élèves à la réussite, à devenir qui ils ont envie de devenir et à s'épanouir. Ça va passer par des milliers d'histoires toutes différentes. Cette histoire-là, c'est pas une question pour moi de dire comment je vais aider des élèves à mettre leur voile. C'est une question comment je vais remettre au centre de la mission que j'ai et donc au centre de ce qui est le plus important pour ces élèves, c'est-à-dire aller à l'école sereinement, c'est-à-dire travailler en classe, faire des efforts, être patient, travailler en groupe, collaborer. Mais je comprends. Après, vous comprenez aussi quand... En ce moment, c'est une question qui peut déranger. Quand on voit les chiffres qui ont été mis en avant dernièrement par le ministère de l'Éducation nationale sur les atteintes à la laïcité au sein de l'école publique, quand on lit ça, qu'une directrice d'école, qu'une chef d'établissement met en place un miroir pour aider des jeunes filles à remettre leur voile, ça peut porter à confusion, ça peut même choquer. C'est dommage parce que justement, c'est ce qui différencie le traitement d'un problème dans le dialogue et non dans le combat. Et donc du coup, c'est ça que j'ai voulu montrer. Elles sont même devenues, ces élèves-là, des ambassadrices pour les autres élèves, parce que je n'ai pas reçu toutes les élèves, et je leur ai dit, attention, maintenant, votre responsabilité, c'est d'avoir compris deux choses. Pourquoi c'était important de respecter les règles de l'école et ce que représentait la laïcité. Et du coup, de ne jamais mettre le mot discrimination derrière la laïcité, mais au contraire de mettre un mot qui est le vivre ensemble. J'ai pu leur expliquer tout ça parce qu'on était sortis du champ de la discrimination. Elles ne se sont pas servies du phénomène du voile pour, encore une fois, faire une rupture entre l'école et ces jeunes filles. Et j'ai pas installé j'ai pas installé un miroir pour aider les jeunes filles à mettre le voile. J'ai installé un miroir à l'extérieur de l'établissement parce que du coup, ça allait leur permettre de le remettre. Mais c'est pas un lien de cause à effet. D'ailleurs, j'ai plein d'élèves que je voyais surcoiffés ou quoi ou qu'est-ce qui n'avaient rien à voir avec le voile. Donc en fait, j'ai juste essayé avec elles en fait de trouver une solution qui allait pouvoir régler cette solution dans le dialogue et faire en sorte de les faire devenir ambassadrices de ça. C'est-à-dire que c'est elle, après, qui expliquait aux autres jeunes filles, en fait, il ne faut pas que tu fasses ça. Parce qu'en faisant ça, tu fais une forme de défiance avec l'école, et en fait, tu n'as pas compris ce que c'était la laïcité. Donc moi, ambassadrice, grâce à ce dialogue qu'on avait mis en place, je vais pouvoir t'expliquer ce que c'est que la laïcité. Mais est-ce que ces méthodes ne peuvent pas finalement avoir mis le feu aux poudres, dans le sens où vous saviez qu'une fois partis, vos successeurs allaient resserrer la vis, que certainement ce miroir n'allait pas rester Non, je ne savais pas tout ça. Alors là, vraiment, je ne pensais pas du tout que ça allait être retiré. C'est pas mon miroir non plus, c'est un consensus de direction. C'était vu avec mon collègue adjoint à cette époque-là, et on a tous trouvé que l'idée était bonne. J'en réfère évidemment à mes collègues pour savoir si c'est quelque chose qui peut se faire. Et pourtant, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans d'autres établissements.
Oui, tout à fait. Alors cela dit, je crois que mon collègue m'a dit qu'il y avait un autre établissement dans lequel ça avait été fait. Mais encore une fois, c'était pas dans l'établissement. Et je pense ce côté sortir du cadre en respectant la loi, c'est aussi montrer qu'il y a une forme d'adaptation à faire quand on se retrouve face à un problème. Et voilà. Mais c'est aussi le fait est que du coup, ça, nous, en tout cas dans notre période, dans ma période à moi quand j'étais au lycée, ça a permis de sortir tout de suite le problème de la laïcité. C'est-à-dire que le problème n'est plus devenu un problème. Et je pense que c'est ça qui est important. Alors pour revenir sur le rôle du chef d'établissement, je repose ma question, est-ce que c'est le rôle d'un chef d'établissement d'héberger un élève qui a été mis à la porte par son père pendant 2 mois ? Je pense que c'est... Il a été hébergé où ? Chez vous ? Oui. Alors attention, il était majeur, donc ça c'est important quand même. Et donc du coup, c'est parce qu'il était majeur que je pouvais héberger ce jeune. Je pense que là aussi, la question revient à la même que la précédente, c'est-à-dire que il n'y a pas de rôle du chef d'établissement. Le rôle du chef d'établissement, on le connaît, c'est d'accompagner ses équipes, c'est de faciliter le travail, c'est d'être dans la communication, c'est de savoir trancher aussi, c'est de savoir prendre des décisions, etc., etc. Moi, ce que je vois de ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des contextes, il y a des environnements, il y a des histoires de vie, il y a des contextes sociétals, et qu'à un moment donné, moi, il y a un truc que je ne sais pas faire, c'est de mettre de côté ma personnalité. Quand je fais mon métier, j'ai intégré les deux, et donc du coup, je ne donne pas la leçon de « il faut faire ça quand on est chef d'établissement ». Certainement pas, c'est peut-être d'ailleurs la première et la dernière fois que je le ferai, mais là, à ce moment-là, dans ce contexte-là, après le coup de fil que j'avais reçu de l'assistante sociale, il n'y avait que cette solution-là. Je l'ai faite. Et encore une fois, c'est pas un manuel du proviseur que j'ai écrit. Pourquoi pensez-vous que votre méthode est bonne ? Parce que j'ai le même socle de ce que j'ai appelé la révolution relationnelle. J'ai le même socle de relations, de dialogue, de confiance, naturel aussi avec les gens, et je vois que ça permet derrière de mettre en œuvre des projets les plus fous, comme ce qu'on a pu faire sur la semaine olympique et paralympique, qui a été juste passionnant, comme la fresque qu'on a dessinée sur un mur qui n'était pas au lycée, qui était dans la ville, et ça a créé une forme de vivre ensemble, et je vois que ça fonctionne, ça a fonctionné dans plusieurs établissements, donc je me dis qu'en tout cas pour moi ça fonctionne, et ça a fonctionné avec mes équipes. Enfin, vous dites que ça fonctionne, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, un an seulement après votre départ du lycée Joliot-Curie, on se dit justement qu'il y a un truc qui n'a pas totalement fonctionné quand même. Comme c'est écrit, c'est la méthode que j'ai employée moi. J'y suis plus dans l'établissement. Donc du coup, la question est difficile. Alors il fallait y rester. Pourquoi êtes-vous parti ? Ah, ça c'est une bonne question aussi. Je pense pour 2 choses. Je suis partie parce que l'opportunité, je voulais partir à l'étranger pour des raisons, pour mes enfants aussi. Je voulais ouvrir cette culture que l'on pouvait aussi s'épanouir partout dans le monde. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que j'ai vraiment envie de réfléchir au système éducatif, et j'avais vraiment envie de découvrir le système éducatif d'Amérique du Nord. Je sais qu'il est différent, et donc j'avais envie vraiment d'aller prendre la mesure de comment il se fait pour pouvoir peut-être essayer de croiser le système éducatif français avec celui de l'Amérique du Nord. Et pourquoi avoir mis autant d'énergie dans cette méthode et finalement rejoindre un établissement qui en a certainement moins besoin ? Parce que vous êtes, je le rappelle, donc chef d'établissement du lycée français de Toronto. Ouais. J'imagine qu'il y a beaucoup moins d'affrontements qu'à Joliot-Curie. Alors, vraiment, la relation à l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas dans la... Non, bien sûr. Bien évidemment. Le gène de tout le monde. Et donc, quand on arrive dans un établissement, j'apparais toujours comme une atypique au départ. Parce que je n'ai pas peur de dire qui je suis, parce que je n'ai pas peur d'être dans une relation bienveillante, et que j'aime ce mot bienveillant, comme j'aime le mot confiance, que je n'ai pas peur aussi d'être dans l'émotion. Et donc, non, en fait, même au lycée français de Toronto, ça a été... Je ne dis pas que votre méthode ne s'adapte pas là-bas, bien évidemment, mais je dis qu'elle est peut-être moins nécessaire qu'à Joliot-Curie. Moi, je pense qu'elle est nécessaire partout, parce que pour donner envie parce que le métier de personnel dans l'éducation, de tous les personnels dans l'éducation, c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui est difficile parce qu'on est face à des enfants, et les enfants, ça ne vous loupe pas. Les codes entre les adultes, on les connaît, et donc du coup, on sait faire attention, même si c'est difficile aussi de travailler avec des adultes, mais travailler avec des enfants, c'est encore plus difficile. Et donc, en fait, je crois que dans chaque établissement, il est vraiment nécessaire que l'on
place chaque personnel dans des conditions optimales pour qu'il puisse après donner le meilleur de lui-même, s'autoriser à sortir de sa zone de confort, innover et pas avoir peur d'innover. Il faut aussi le défendre quand il se passe des choses avec les élèves, avec les familles. Et donc en fait, ça, c'est dans tous les établissements qu'on a besoin de ça. Dernière question, à qui s'adresse votre livre ? Je pense qu'il s'adresse à tous ceux qui sont curieux de savoir ce que ça veut dire de mettre la relation au cœur de sa vie professionnelle. Donc, elle s'adresse autant à des jeunes qu'à n'importe quel monde de professionnels, qu'à des personnes qui ont pu tenter et se poser la question de savoir s'ils avaient la possibilité de faire comme ça. Et donc, du coup, on va se rejoindre, un peu comme des colibris, et faire chacun notre part. La méthode Williams, la méthode Barbara. Mais vous savez, parce que en plus, votre titre me fait penser à la méthode Williams depuis que j'ai votre livre dans les mains. Vous y aviez pensé ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon, la méthode Williams, qui a un lien avec évidemment Vénus et Serena Williams. Oui, donc tout à fait. vous, c'est pas pour apprendre à jouer au tennis. Non. On est d'accord. La méthode Barbara aux éditions Fayard. J'allais la faire. Fallait que je la fasse. Il fallait la faire. Merci Barbara Martin, chef d'établissement du lycée français de Toronto et ancienne proviseure du lycée Joliot-Curie de Nanterre. On marque une pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du Grand JT de l'éducation, forcément sur School TV. À tout de suite. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur School TV, merci de nous avoir rejoints pour la deuxième partie du Grand JT de l'éducation. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Ahmed Tabi. Vous êtes conseiller délégué à la jeunesse et à la vie étudiante de Rueil-Malmaison. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment s'est déroulée la rentrée des classes au mois de septembre à Rueil ? On a envie d'en reparler avec vous ce soir. Au niveau national, on a vu que ça avait été compliqué, notamment avec la pénurie de professeurs. Ça s'est passé comment chez vous ? Écoutez, on a un peu limité la casse dans le contexte que vous connaissez. Il manquait plus de 3000 enseignants au niveau national. L'Académie universelle fait partie des académies où il y a une pénurie. Il a manqué des enseignants à Rueil-Malmaison, surtout dans le premier degré. Mais nous ne sommes pas revenus à mettre en place, le maire y tient beaucoup, le maire Patrick Oyer, ancien ministre, appuie de tout son poids auprès de la direction académique afin que des enseignants soient face à des élèves. On a connu quelques classes qui n'ont pas eu de maître, de professeur à la rentrée. Donc des élèves qui se sont retrouvés sans maître, sans enseignant. Mais ça a duré que à peine quelques heures, j'allais dire, parce que dès le lendemain, le maire a fait le nécessaire pour que les élèves aient un professeur face à eux. 3 associations de parents d'élèves de la ville de Rueil-Malmaison ont lancé une pétition pour exiger plus de moyens pour l'éducation au début de l'année. Vous les avez reçus ?
Oui, monsieur le maire les a reçus, ainsi que ma collègue. On les a écoutés. La revendication était légitime. Mais il faut préciser le contexte dans lequel nous sommes. Depuis quelques années, on a une DGF, une dotation globale de financement, qui est en baisse. À titre d'exemple, entre 2013 et aujourd'hui, nous avons perdu 13 millions. Nous sommes passés de 13 millions à 400 000, soit une baisse de 97%. À cela s'ajoute la baisse progressive de la taxe d'habitation. Et étant donné que Rueil-Malmaison est, entre guillemets, une ville riche, elle est soumise à la péréquation. Donc vous voyez, cet effet ciseau fait que nous aspirons à garder une qualité d'éducation et en même temps, nous devons faire face à des économies parce que l'État ne nous suit pas. Donc, on a écouté les fédérations, on les a accueillis longuement. Monsieur le maire a mis en place des réunions de rencontres qui ont duré quelques mois et qui ont abouti à un accord, entre les parents, la ville et l'éducation nationale, parce que n'oubliez pas que les professeurs dépendent de l'éducation nationale et pas de leur commune. Et cet accord a été mis en place. Je crois que les parents y sont favorables. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle alors. C'est une bonne nouvelle. Ça mérite de la discussion. Absolument. Ouais, c'est important ça, toujours, quand des associations viennent, notamment dans le cadre de l'éducation, pour réagir à une situation, quelle qu'elle soit. C'est important de les recevoir, justement, de pouvoir échanger et amener une discussion, un dialogue avec le maire, avec la municipalité. C'est fondamental. Vous savez, l'éducation, je dirais, c'est un trépied. Il y a évidemment l'éducation nationale, la commune et les parents, et donc leurs représentants. Nous ne pouvons pas faire fi des revendications, des demandes, des doléances des familles, parce que nous nous occupons de leurs enfants quand même. Une partie du temps. N'oublions pas que la commune s'occupe de l'avant, de la pause méridienne, de l'après, et des mercredis, toutes les vacances scolaires. Donc les élèves sont nos jeunes au niveau de la commune. Donc nous devons travailler, et ça se passe plutôt bien, même si parfois ça peut être un peu houleux au départ. Depuis quelques mois, il y a à Rueil-Malmaison un centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant. Ce centre accueille des élèves de CE2 à la 3e. Il y en a 5 en France, donc c'est une vraie opportunité pour la commune. Comment s'est fait ce projet ? Vous savez, on a un maire qui a une certaine renommée. Et lorsque des établissements vous demandent à venir sur votre île, c'est parce que tout a été fait en amont pour pouvoir accueillir cette offre. Je vais un peu élargir le propos et je reviendrai sur votre question. L'offre éducative, elle est de qualité à Rueil parce que justement, la municipalité, au premier titre de la municipalité, le maire, propose à ces institutions, à ces écoles, afin qu'ils puissent accompagner au mieux nos élèves. Nous avons, dans ce même ordre d'idée, mis en place le PRE, c'est le projet de réussite éducative, qui rencontre un petit peu ce genre de dispositifs qui ont pour une ambition d'accompagner au mieux les élèves, les comprendre pour les accompagner. C'est en ça que de nouvelles écoles s'installent et nous sommes ravis. Concrètement, on y trouve quoi dans ces nouvelles écoles ? C'est un rapport à l'élève qui est quelque peu différent. On va s'attarder sur l'aspect neurosciences. Comment l'élève apprend, comment il intègre, quelles sont les carences qu'il peut vivre lors de l'enseignement, lors des apprentissages, afin de les lever et de prendre des canaux, des leviers qui lui permettent de réussir, quel que soit le profil de l'élève. Nous avons des élèves, de très bons élèves, des élèves plus en difficulté, mais quel que soit l'élève, en ayant conscience de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire, on peut offrir un pis-aller afin de dépasser ces difficultés. Et c'est un moyen aussi de détecter ces difficultés, de détecter notamment les 10 dont on parle souvent, qui sont compliqués à détecter dans un système classique d'éducation ? Oui, là aussi, beaucoup d'efforts ont été faits. Les élèves 10 sont de mieux en mieux repérés. Et ça, c'est grâce à la formation des enseignants, aussi à l'attention que nous portons, nous, sociétés d'aujourd'hui, à prendre en compte les situations de handicap des élèves. Et nous apportons donc, encore une fois, des solutions. Les enseignants sont les premiers à apporter des solutions. À titre d'exemple, la mairie a mis en place une coordinatrice handicap pour accompagner les familles et leurs enfants dans leur inscription et de manière générale dans le parcours de leur enfant. Ainsi, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, même lorsque l'enfant est handicapé. Parce que parfois, le handicap peut être un frein. À la mairie de Rueil, nous faisons en sorte que le handicap ne soit pas un frein. L'élève est pris comme un autre, avec ses particularités. Et c'est important de prendre en compte toutes les particularités de tous les élèves. Exactement.
Quentin ? Et alors, comment accède-t-on à cette école? C'est un choix des parents qui souhaitent mettre leur enfant dans cette école, c'est ça? Je ne connais pas les particularités précises de cette école, mais je crois que les parents ont une ambition particulière à mettre leur enfant. À peu près une offre est proposée et les parents, je pense qu'ils peuvent s'inscrire, mais je ne connais pas précisément les modalités d'inscription. Parmi les revendications dont on entend beaucoup parler en ce moment, il y a notamment le manque de recrutement d'ATSEM. C'est un problème qui concerne tout le pays. Ça concerne également Rueil-Malmaison ? Oui, ça concerne Rueil-Malmaison parce que ça concerne toutes les communes de France. Toutes les communes de France. Là également, il y a un manque important, il y a une difficulté de recrutement. Suite à la réunion dont vous avez fait référence, on a eu un travail avec les parents, on les a écoutés pour faire en sorte de recruter les ATSEM. ATSEM, je rappelle, agent territorial spécialisé en école maternelle, pour ceux qui ne savent pas. C'est une difficulté, c'est comme pour les puéricultrices. C'est très compliqué de recruter des ATSEM. C'est-à-dire les postes sont ouverts à la ville de Rueil, comme dans de nombreuses communes. Mais nous ne parvenons pas à recruter ces personnes qui sont indispensables à la conduite d'une classe en maternelle. Indispensables. Mais il y a une difficulté, mais qui est, je dirais, commune. Malheureusement, on partage les désagréments pour toutes les communes de France. Pour quelles raisons, selon vous ? Elles sont multiples. La reconnaissance, qui n'est pas que salariale, elle est également sociale. Une ATSEM, 1 500 € net par mois. Avec une certaine... C'est un problème salarial. C'est un problème salarial. Un problème social de reconnaissance également. On ne reconnaît pas. Souvent, les ATSEM sont considérés comme la dernière roue du carrosse, alors qu'ils sont un maillon essentiel. Sans ATSEM, comment peut faire la maîtresse, le professeur des écoles en classe maternelle avec des élèves de 3 ans, 4 ans, 5 ans? Vous voyez la difficulté? Donc, ce sont des personnes qui sont essentielles, mais on a énormément de mal à les recruter, à l'instar de ce que je vous disais, comme les puéricultrices, malheureusement. Est-ce qu'il fait bon vivre aujourd'hui à Rueil-Malmaison? Écoutez, c'est la campagne à la ville, comme dirait le maire Patrick Ollier. À titre, quelques informations. Les espaces verts publics représentent un tiers de la ville. Un tiers de la ville. Et si on ajoute les espaces verts privés, c'est à peu près 740 hectares. 740 hectares, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la moitié de la ville de Rueil-Malmaison. Et à titre comparatif avec d'autres communes de banlieue parisienne? Par rapport à... Dans le 92, nous sommes la ville la plus verte des Hauts-de-Seine. Il fait bon vivre également parce qu'on déploie des services à la population qui sont également de qualité. On parle de politique éducative, on ne peut pas parler de politique éducative sans parler du périscolaire, des centres de loisirs, de la demi-pension, des études surveillées. Et tout ça, la ville de Rueil-Malmaison l'offre à ses concitoyens. Qu'est-ce qui a été mis justement en place pour les jeunes, pour le périscolaire, en termes d'activités, en termes de garde d'enfants également, pendant les vacances? On est en pleine période de vacances scolaires, j'imagine qu'il y a des centres aérés qui sont mis en place à chaque période au sein de Rueil-Malmaison. Effectivement. Alors, il y a différents dispositifs. Il y a le centre aéré, le centre de loisirs que nous connaissons, usuel, qui accueille... Nous accueillons à peu près 2700 enfants, ce qui est non négligeable. 2700 enfants dans les centres de loisirs. À cela, on peut ajouter les clubs jeunes. C'est une commune qui est très familiale, Rueil-Malmaison, il y a beaucoup d'enfants. Ah oui, il y a assez d'enfants, je ne peux pas vous dire l'ordre, mais je peux vous dire, il y a des moins de 30 ans, il y en a à peu près 29 000, et des moins de 20 ans, il y en a 20 000. D'accord. 20 000. Donc vous voyez, c'est une ville, même si on a tendance à la considérer un peu senior, c'est quand même une ville jeune. Ça veut dire que 37% des habitants de Rueil ont moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Il y a donc un deuxième dispositif, ce sont les clubs jeunes. Les clubs jeunes, ce sont des clubs qui accueillent les enfants de 6 à 17 ans sur des demi-journées, sur des journées, et on leur propose tout un tas d'activités, aussi bien dans les murs qu'en dehors des murs. Et ces activités ont toujours une coloration éducative. C'est très important de le dire. Toujours une coloration éducative. Donc on apporte plus que du loisir à ces enfants-là. On n'est pas uniquement dans la consommation. On veut que ces enfants soient aussi acteurs de leur loisir. Ça veut dire quoi, apporter plus que du loisir? Si vous voulez, on ne veut plus à Rueil-Malmaison être dans la consommation. Je veux caricaturer, je veux grossir le trait. Le bowling pour le bowling, c'est bien, si vous voulez. Mais le bowling, ça doit être un prétexte à autre chose, si vous voulez. À échanger, à discuter, à se grandir, élever l'élève. Donc c'est très important pour nous d'apporter cette coloration éducative. Un dernier mot, quelle place occupe l'éducation dans la politique mise en place par le maire de la ville? Écoutez, pour illustrer ma réponse, je vais commencer par ces 12,4% du budget total de la ville, un budget à peu près de 200 millions pour l'investissement. Sur un bloc de 26 millions, c'est 2 millions, mais à cela, il ne faut pas oublier également
tout ce dont profitent ces jeunes. Parce qu'on dit éducation, c'est le sport. Le sport, c'est 8% également. Et tout ça, ça fait quelques dizaines de millions pour la politique éducative de la ville. Et nous avons également une particularité, comme nous sommes une ville verte, comme je vous l'ai dit, nous avons... Vous avez beaucoup insisté dessus. Oui. Et ça donne envie en plus. Et ça donne envie. Je vous remercie, je vous invite à venir la visiter. Nous avons un magnifique écrin auquel ça tient au cœur au maire. C'est la ferme du Mont-Valérien. C'est une ferme pédagogique. C'est-à-dire un écrin de verdure dans un milieu urbain. Je vous invite à la visiter. Eh ben on va y aller. On prend rendez-vous, avec Quentin. Grand plaisir. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup, Ahmed Tabi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller délégué à la jeunesse et à la vie étudiante de Rueil-Malmaison. À très bientôt. Je vous remercie. Comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants. Cette semaine, nous les avons interrogés sur... On parlait de verdure. Et ben nous les avons interrogés sur l'écologie. Regardez. Est-ce que tu peux me dire d'où vient la pollution? Des voitures, des personnes qui jettent les déchets, les gaz, le pétrole, les sacs plastiques. C'est quoi une espèce menacée? Un animal en voie d'extinction. Et t'en connais? Tu peux m'en citer ou pas? Le mammouth, non. L'éléphant. Ça peut être n'importe quoi, mais il y en a plus beaucoup. Comment on peut faire pour réduire les déchets? On pourrait par exemple organiser des actions citoyennes et ramasser des déchets pour la mairie, pour la planète, pour le monde. Comment on peut se déplacer dans la vie sans polluer? En vélo, on peut se déplacer en vélo, en trottinette, en overboard. On peut prendre des Tesla. Est-ce que tu sais ce que c'est un climato-sceptique? Climato-sceptique, c'est une personne qui ne croit pas au réchauffement climatique. Et ça, tu comprends qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à concevoir? Oui, je comprends pourquoi, mais ce n'est pas forcément une raison. C'est parce qu'ils voient juste ça à la télé et eux ne croient pas tout ce qu'ils voient. Comment tu vois la Terre dans 100 ans? Des voitures volantes. Faudrait pas trop abuser sur les voitures volantes parce qu'après, encore plus, ça va polluer. Parce que il faudrait qu'elle reste comme elle est, mais qu'il y ait des améliorations sans polluer. Faudrait des Tesla volantes en fait. Oui, voilà. Merci les enfants. Allez, on retrouve maintenant Rebecca Hampton. C'est l'invitée de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Quel regard vous portez-vous sur l'école d'aujourd'hui ? Alors c'est compliqué parce que l'école d'aujourd'hui, on a l'école d'aujourd'hui à Paris, l'école d'aujourd'hui à Marseille, on a l'école publique, l'école privée. Je trouve que l'école publique manque énormément de moyens. En tous les cas à Marseille, et je ne peux parler que de ce que je connais parce que jusque-là je n'ai vu que les écoles marseillaises. Il manque de moyens, on manque d'effectifs, je trouve qu'on manque de tout dans les écoles. Il n'y a pas assez, on ne se rend pas compte à quel point l'école est importante pour les enfants et est importante pour les adultes qu'ils seront plus tard en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Honnêtement ? Oui. Tout. Non, mais il y a beaucoup... La priorité, en fait. Déjà, il faudrait leur donner les moyens de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les villes de France. Il faudrait les soutenir, les aider. Je pense que les professeurs qu'on a sont très bien, sont très bons. Moi, je ne suis pas du tout en train d'incriminer les écoles, hein. Attention, ni les professeurs. En revanche, j'incrimine un peu ceux qui sont censés faire en sorte que les écoles soient en meilleur état. À Marseille, parfois, il pleut dans les écoles et c'est quand même pas terrible. Dans les écoles ? Oui. Il fait froid, il fait chaud, il pleut, voilà. C'est un peu compliqué, les écoles à Marseille. Et s'il y avait une évolution positive entre l'école que vous avez connue et celle d'aujourd'hui à pointer du doigt, est-ce que vous pourriez en trouver une ou même pas ? J'ai adoré l'école, j'ai l'impression que ma fille adore l'école. En tous les cas, je peux pas vous dire là c'était mieux. Moi j'ai un problème en règle générale de liberté. Je trouve qu'on avait peut-être un peu plus de liberté quand on était plus jeune, ce qui ne nous empêchait pas de travailler. Et on avait aussi sans doute plus la possibilité de se sentir libre, parce qu'on était dans une société qui était en tout cas moins anxiogène. Oui. Que moi, je me rappelle petite, je vivais dans le 5e arrondissement à Paris, j'allais au Jardin du Luxembourg seule à partir de 8-9 ans, et avec mes cousines, on rigolait, etc. Je vois ma fille, elle a 9 ans, on ne va pas parler du drame dont on parle en ce moment, mais autant je m'étais dit, peut-être qu'à 12 ans,
elle pourra sortir. Autant depuis quelques jours, j'ai nettement changé d'avis. Et à 12 ans, ma fille ne sortira pas seule de la maison pour aller à l'école, qui n'est pas très loin. Vous vous sentiez plus en sécurité, en fait? Petite, oui. Alors, je me suis vraiment posé la question parce que, est-ce que c'était réellement le cas ou c'était un ressenti? Est-ce que c'était un ressenti? Est-ce que c'était aussi parce qu'on était moins informés de ce qui se passait et que du coup, on n'avait pas cette espèce de stress, donc nos parents étaient aussi un peu plus tranquilles? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'actuellement, en tous les cas, il y a quand même une grosse insécurité. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'en reviens à cette école de Saint-Victor où est ma fille, où vraiment les enfants sont encadrés, ils sont peu par classe, ils font plein d'activités, ils font plein de choses. Non, mais c'est vrai, c'est assez magique de voir son enfant rentrer le premier jour d'école dans une école qu'elle ne connaît pas, dans une ville qu'elle ne connaît pas, avec un sourire comme ça, et me dire le 3e jour, je suis déléguée de classe, j'adore cette école. Oui, elle adore cette école. Donc elle a déjà réussi à s'intégrer, à fédérer. Oui. Mais je pense que l'école le permet aussi, parce que c'est compliqué quand on est enfant et qu'on débarque quelque part. L'école de demain, pour vous, c'est quoi? Alors moi, j'ai un problème, c'est que je suis très papier, je suis très stylo, j'aime l'odeur de l'encre, du crayon, j'aime les gouaches, j'aime tout ça. Enfin, j'aime ce qui fait qu'on aimait l'école avec les livres et les trucs. Si l'école de demain, c'est que des ordinateurs, des tablettes et des stylets, je pense que je vais avoir beaucoup de mal. Mais je ne serai pas là pour voir l'école de demain, et ça me rassure beaucoup. Je préfère l'école d'aujourd'hui. Elle sera numérique, quoi. Je pense qu'en tous les cas, on y va, sauf si tout à coup, on se dit peut-être que là, on fait une erreur et qu'il faudrait revenir un petit peu aux fondamentaux. Moi, quand j'apprends qu'on enlève de la bibliothèque verte le passé simple parce que c'est trop compliqué pour les enfants, ça me met un petit peu en colère. Voilà, le passé simple, c'est quand même le passé simple. C'est déjà la fin de l'émission. Eh ben, on se dit au revoir alors. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Merci à vous. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika. Retour de Souvenirs d'écoliers lundi, évidemment, avec un nouvel invité. Tout de suite, c'est le Zap, le meilleur de School TV. C'est parti. Oui, la cyber, c'est du très concret, Ingrid. Notamment parce que dans Cybermois, on va jouer un petit peu sur les mots. Il y a à la fois le mois, en effet, la mesure mensuelle de cette initiative pour le mois d'octobre. Et puis aussi, il y a le mois, l'alter ego numérique qu'on a toutes et tous. Exactement. Finalement, avec le Cybermois, on se rend compte que la cybersécurité touche tout le monde. À la fois moi, l'écolier ou le collégien qui commence à avoir un téléphone, qui commence à utiliser Internet, qui commence à diffuser des contenus. Attention, je le dis juste comme ça, quand on met quelque chose en ligne, ça ne s'oublie jamais. Absolument, on fait bien de le rappeler. Le lycéen qui continue sa vie, qui verra aussi d'ailleurs tous ses cours et tous ses devoirs par les systèmes reliés à Internet. Et puis bien entendu, ensuite, pour les activités qui nous concernent plus avec Yann, les entreprises, les administrations, la cybersécurité concerne absolument tout le monde du moment où il y a quelque chose de connecté. Et finalement, tout est connecté dans nos vies. Vous êtes aussi, et c'est du coup une autre étape, devenu haute famille d'accueil. Alors, voilà. Quel processus, du coup? Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ça? Donc, à l'origine, on n'était pas forcément... on s'orientait pas forcément sur un accueil. Ouais. Et après, en avoir discuté avec les bénévoles... alors, il a fallu déjà qu'on ait une réflexion en famille, parce qu'en fait, c'est des décisions qu'on prend en famille. Accueillir quelqu'un, en fait, dans son intimité, accueillir quelqu'un au sein de son foyer. En 6 mois, 1 an, parfois, c'est ça? Donc là, à chaque fois, pratiquement, ça a été 1 an, ça a été 10 mois. Et en fait, il y a plein de mauvaises raisons de dire finalement il y a des difficultés à accueillir, parce que ça bouleverse forcément un petit peu le quotidien, ça bouleverse un petit peu voilà, notre petit confort de tous les jours, et puis après au fur et à mesure on voit en fait tous les avantages de se dire tiens, c'est un jeune, il vient peut-être de l'autre bout de la planète, il va venir de Suède comme Lisa, il va venir on a aussi accueilli un Norvégien. Vous avez reçu combien de lycéens, d'étudiants? Un Italien. Donc là, ça va être Lisa, c'est notre 3e fille. Et 3 filles et combien de garçons? Et 2 garçons. 3 filles et 2 garçons. 2 garçons. Voilà, Norvège, Italie, on s'arrête plus, Suède. Super. Et après, au fur et à mesure, en fait, on voit tous les avantages d'accueillir. Donc on serre un petit peu les murs, on réfléchit un petit peu moins au côté financier. Ça a forcément un coût d'accueillir quelqu'un, mais on se dit ça a une telle richesse aussi derrière et un tel retour au niveau du toutes les émotions, et puis découvrir une autre culture. C'est vrai qu'aussi le fait d'accueillir,
on se transpose un petit peu par rapport aussi à notre enfant qui est lui-même parti, quoi. Même si on n'est pas d'accord sur la façon de faire, on est là pour la même chose. Ça, c'est une réplique de Thierry. Dans le film L'école est à nous, Thierry, c'est un des personnages du film. C'est pas le plus sympathique, c'est un peu la figure de l'enseignant traditionnaliste et ronchon. Vous n'avez pas voulu non plus donner complètement tort à la pédagogie classique dans le film. Non, je veux absolument pas mettre les gens de peine à votre maman, parce qu'elle était prof, votre maman. Oui, mais ma maman était prof, mais j'ai beaucoup de profs dans la famille. J'ai des oncles, tantes, cousines. Ça va les dîners là en ce moment? Ah bah non, mais ils adorent le film. Ah, génial. Ah non, mais j'ai certainement pas voulu mettre des profs dos à dos. C'est aussi un hommage à la relation prof-élève, le film. Donc je suis vraiment avec les profs. Et je sais bien qu'il y a différentes façons de voir. Et je veux pas spécialement, d'ailleurs, le rendre désagréable, Thierry. C'est juste qu'il a un combat... C'est raté. Ah bon? Non, je trouve que je l'aime bien, Thierry. C'est vrai. Mais il a un petit peu, petit peu rentre dedans. C'est un syndicaliste, donc il a aussi, tu vas en parler, assez franc et assez agressif de temps en temps, mais en fait, il se bat sur un autre terrain. Il se bat vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du système. Et c'est un combat important, et c'est ce que vous dites à la fin. Vis-à-vis du budget, évidemment. Et il se bat pour sa collègue à la fin aussi. Et donc, alors que sa collègue essaye de faire un truc expérimental avec ses élèves. Dans les marges. Et donc, finalement, effectivement, ils sont complémentaires. Cette hygiène numérique, comment on peut l'adapter dans nos vies pratiques et quotidiennes, Ingrid? Oui, c'est un ensemble de mesures simples qu'il faut adapter en fonction de la tranche d'âge aussi du public auquel on s'adresse. Mais bien entendu, comme je le disais juste avant, faire attention à ce qu'on diffuse sur les réseaux, vraiment. Et sinon, bien entendu, les bonnes pratiques de sauvegarde. Avoir plusieurs sauvegardes de ces données, ça, c'est pareil, ça vaut pour tout le monde. Absolument. De mamie qui a des jolies photos jusqu'à l'entreprise qui a des données hyper confidentielles, importantes et des secrets industriels, ça vaut pour tout le monde. Des sauvegardes déconnectées des réseaux, des sauvegardes déconnectées des autres systèmes, parce que sinon, voilà, il suffit que l'attaque se déplace et puis il n'y a plus aucune sauvegarde. Les sauvegardes, la gestion des mots de passe. Ne jamais utiliser le même mot de passe pour plusieurs applications et ne jamais répondre au petit questionnaire de dans quelle ville es-tu né, quel est le nom de ton papa et le nom de ta maman à côté, etc. parce que toutes ces choses-là sont en fait des choses qu'on utilise très souvent pour retenir des mots de passe. Juliette, ça a commencé comment cette aventure? J'ai l'impression que tu as embarqué toute la famille un petit peu dans AFS, vivre sans frontières. Oui. C'est vrai? Au début, ça avait juste un départ comme ça et c'était en Irlande, c'est ça? Oui. Et puis au final, j'ai l'impression que la famille s'est agrandie parce qu'on accueille, on a 3 filles et 2 garçons. C'est ça, FS. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, justement, et la préparation dont tu as évoqué tout à l'heure ton papa? C'est sur un coup de tête. Je voyais mes amis qui étaient bilingues en anglais, je voyais mes amis qui avaient de la famille aux États-Unis et ça m'a trop donné envie de savoir parler anglais et de découvrir moi aussi un autre pays. Je n'avais jamais quitté la France de ma vie. Avec l'accent irlandais, du coup, parce qu'il est très dur l'accent irlandais. L'accent irlandais. Wow, d'accord. Ouais. Il te demande juste si tu veux une bolée de cidre, tu comprends rien. Donc, non, c'est très dur. Il faut s'accrocher. Et du coup, je ne sais pas comment ils ont trouvé AFS. Bon, je crois que c'était par le biais de... Une collègue de... Voilà, c'est ça. De ta maman. Et du coup, j'ai commencé des week-ends, je crois qu'on en avait parlé, week-end de préparation. Et c'est là où tu commences déjà à sortir de ton cercle de confort, on va dire, et tu commences... Mais on apprend quoi, justement, pendant ces week-ends de préparation? Justement, à ne pas se fier aux stéréotypes, à sortir de son petit cercle de confort, à essayer d'aller vers l'autre, et à essayer de comprendre aussi que la culture en France, on peut penser que c'est la normalité, et en fait, quand dans d'autres pays, c'est pas du tout le même fonctionnement. Mais alors pour toi, c'est la meilleure manière de comprendre un pays, de comprendre sa culture? C'est de partir? C'est l'immersion? Là, c'est pas de stéréotypes, là, c'est toi-même face à la culture. Et ça commence tout de suite dès que tu arrives? Il y a un choc, si je puis dire, oui, il y a un choc culturel qui n'arrive pas forcément dès le début, mais il arrive vite, on va dire. Et alors, on fait quoi? On se retient pour ne pas appeler papa et maman assez rapidement? Si, on le fait. On essaie de se retenir pour préserver la famille qui est restée en France. Mais souvent, on arrive à quand même
trouver un quotidien et s'intégrer correctement. Donc les insectes. Mais c'est parce qu'ils vont permettre de sauver la planète, le monde, l'univers, Emmanuel. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé des insectes qu'on pouvait manger en chips et même bientôt en milkshake. Et ce, naturellement, pour réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. Et bien figurez-vous que les insectes s'attaquent au plastique maintenant, puisque début octobre, des scientifiques espagnols ont publié un article dans lequel ils expliquent avoir découvert une larve mangeuse de plastique. Et où l'ont-ils découvert? En fait, c'est une larve de papillon. Alors, j'ai adoré le nom, écoutez bien. Le papillon s'appelle Faustaigne de cire. Alors, j'ai fait mes petites recherches. C'est un papillon. Comme une vraie teigne? Exactement, Faustaigne de cire. Une vraie fausse, quoi. Voilà, un exactement. papillon noble, quoi. C'est un papillon que détestent les abeilles parce qu'il est vorace et invasif et qui se nourrit de leur cire. Donc, sur Internet, j'ai plutôt trouvé des articles pour savoir comment s'en débarrasser. Oui, mais alors, il ne faut surtout pas, visiblement, puisque ils font des miracles sur le plastique. Mais oui, ça pourrait même être l'arme du futur pour la lutte contre la pollution plastique. Et là, c'est très sérieux. Un des scientifiques qui a participé à l'étude en a d'abord fait l'expérimentation. En fait, elle est apicultrice amateur. Et un jour, alors qu'elle se débarrasse de ce papillon fausse teigne de cire qui pollue sa ruche, elle les met dans un sac plastique. Quelques heures plus tard, le sac plastique était troué. Et en fait, grâce à 2 enzymes contenues dans leur salive, les larves de ces papillons sont capables de détruire le polyéthylène en quelques heures seulement. Et on sait que ce plastique est l'un des plus résistants et l'un des plus utilisés au monde. Il faut des mois pour pouvoir faire ce que ces larves font en quelques heures seulement. Extraordinaire. Et donc, comment ça va se matérialiser tout ça? Ils vont développer des produits à partir de cette salive de larve? C'est le projet, en tout cas. Cette salive pourrait être intégrée à une solution liquide et versée sur du plastique en déchetterie. Ça pourrait même se développer en produits individuels pour dégrader nos propres déchets. Voilà, ça serait une alternative super écologique. Est-ce que je vous ai convaincu? Vous m'avez convaincu. Et on peut le manger, celui-là, après? Non, celui-là, évitez. On parlait de moi numérique, c'est un jeu de mots. Le moi, c'est un double. Et donc, c'est un peu notre identité. Dès qu'on est connecté, on a une identité numérique. Yann Bonnet ou Yann, je ne sais pas quel, si j'utilise un pseudo. Et je laisse des traces numériques. Et comme dans la vraie vie, dans la vie réelle, on doit faire attention. Quand on prend une voiture, on met une ceinture. Moi, je fais du vélo, je mets un casque. Et c'est la même chose. On doit faire attention quand on est connecté avec les rappels qu'a indiqué Ingrid. On pourrait compléter sur la mise à jour aussi. Mise à jour, on prend le réflexe de mettre à jour nos ordinateurs, nos téléphones, demain nos voitures, parce que ça va devenir et sans rentrer dans la parano. Je pense qu'il faut ne pas être naïf sur certaines demandes. C'est quand même très rare. On reçoit tous des SMS, des mails où on a gagné le dernier iPhone qui n'est même pas encore sorti. L'iPhone 26. Il faut se dire, là, il ne faut pas cliquer. Et si, peut-être qu'il y a un autre conseil, c'est en cas de doute, il faut vraiment en parler à ses amis, à ses parents, aux profs, et peut-être avoir ce réflexe d'aller sur cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site qui donne plein de bons conseils dans ces situations. Voilà pour le Zap, c'est déjà la fin de ce grand JT. Merci de l'avoir suivi. Merci Quentin. Merci Mickaël. Pour voir ou revoir nos émissions, schooltv.com évidemment, nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, sur la Freebox également, canal 247. Merci aux équipes de School TV, Emma Guessel, Agathe Delannoy à la rédaction, à la réalisation Xavier Sanchez, au son Saïd Mamou et au maquillage Laure Audemont. Lundi, vous retrouverez bien évidemment Virginie Guillaume. Bonne soirée, bon week-end sur School TV. Bye bye.